Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur et chaque semaine je vais à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Si tu as envie d'entreprendre, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, si tu souhaites simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour, je suis ravi de vous partager ce nouvel épisode avec Jean-Michel Pasquier. Jean-Michel est quelqu'un de passionnant, c'est avant tout un entrepreneur et il va nous livrer pas mal de ses secrets, mais c'est également quelqu'un de profondément engagé et déterminé à faire bouger les choses. Dans cet épisode, on va pas mal parler de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et en fait qui regroupe un ensemble de structures, d'entreprises, d'associations, de coopératives, qui reposent sur certaines valeurs, une utilité sociale, un concept de coopération, un concept d'ancrage local et pour les entreprises, un concept de meilleure répartition des richesses et des gains. On va voir qu'en s'inspirant de l'ESS, on pourrait transformer le capitalisme en limitant toutes ces dérives, toutes ces débauches, mais en gardant la partie économie, la partie échange, qui est au cœur de notre civilisation. Finalement, dans cet épisode, on parle de l'entrepreneuriat, des compétences à avoir pour entreprendre. On parle de l'économie sociale et solidaire, ce qu'elle fait, ce qu'elle pourrait faire, l'impact qu'elle pourrait avoir. On parle du mécénat de compétences et de l'entreprise de Jean-Michel qui est Coeo. C'est un sujet passionnant et ça pourrait vraiment intéresser tout le monde. On parle de capitalisme, de ce qui change déjà, est-ce que nous pouvons, est-ce que nous devons changer. Jean-Michel nous partage ce qui, lui, après toutes ces années, finalement, le rend vraiment heureux. Et on parle de pourquoi la crise que nous traversons est certes un grand défi, mais c'est l'opportunité pour notre civilisation de se transformer et de grandir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Clément. Merci de me recevoir dans ce très beau lieu. On est dans la rue de la Cité des Fleurs, c'est ça ? On est Cité des Fleurs, dans le 17e, une petite rue piétonne qui est très peu connue et qui, comme son nom l'indique, est très fleurie, donc très agréable à vivre et à travailler, puisque c'est notre lieu de boulot ici. C'est un coworking pour les entreprises Impact. Oui, c'est un endroit qui s'appelle La Pension des entrepreneurs, qui a été créé il y a 2 ans et demi, qu'on a rejoint il y a 2 ans et demi, en fait, qui regroupe 6-7 pensionnaires qui eux-mêmes, chacun, ont des activités tournées vers l'intérêt général, que ce soit des assos ou des entreprises comme nous, solidaires. C'est une autre belle manière de dire impact, l'intérêt général. Oui, c'est après que ça met à toutes les sauces. Bon. Avant de passer dans tous les projets, tout ce que j'ai envie de te poser comme question, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'enfance tu as eu, quel genre d'enfant tu étais ? Alors j'ai eu une enfance assez classique, petite bourgeoisie, on va dire, de l'Ouest parisien, famille d'ingénieurs, j'en avais dans tous les sens, père, mère, pas mère, mais père, oncle, grand-père, enfin bon, avec un S. Donc très cartésien, très machin, très truc. Okay. Mais à la fois très structurant, parce que voilà, quand on est issu d'un tel milieu, on apprend à compter et on apprend les règles de la physique assez tôt. Ouais. Donc j'étais assez intéressé par ça, mais comme j'étais une grosse feignasse en terminale, j'ai pas pu faire d'école d'ingé. Donc j'ai fait une école de commerce et c'est là où j'ai découvert un peu le milieu associatif par le BDE de l'époque, etc., etc. Donc je suis parti en fait sur un contre-pied, mais qui était plutôt à mon avis naturel. Souvent on dit on se construit avec ou contre ses parents. Moi, comme j'avais vraiment un milieu très cartésien, je pense que je me suis un peu construit contre. Ouais. Mais en ayant acquis quand même quelque chose, bien évidemment. Et plutôt intéressé par tout ce qui était marketing, communication, etc. Donc voilà, donc après mon école de commerce, j'ai monté avec un petit camarade de jeu une agence de com et je suis parti dans l'entrepreneuriat en 84 pour mes 23 ans. Donc je n'ai jamais connu le salariat et avec le recul, je me dis c'est chouette finalement. c'est pas toujours évident d'être salarié dans une boîte. Merci beaucoup. Puisque tu parles de ça, pourquoi est-ce que tu es parti dans l'entrepreneuriat ? Enfin, pourquoi te mettre à ton compte plutôt qu'aller dans le salariat ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'est parti de discussion avec mon associé de l'époque, qui lui finissait ses études aussi, et on avait envie d'essayer des trucs. En plus, pour rien te cacher, moi j'avais 1 an de service militaire d'exemption qui me tombait dessus, donc je me suis dit comme j'ai mis 1 an, on va en profiter pour créer un projet. Dans le pire des cas, on rentrera dans une boîte. Puis 23 ans, ça restait jeune quand même. Ouais. C'était une période années 80
où trouver un job était quand même relativement facile, voire très facile, surtout issu d'une école de commerce, donc il n'y avait pas une prise de risque énorme. Et donc on a monté une agence de com, et puis on a commencé à des boîtes, pour des boîtes comme le Taxi G7, Panaké, etc. Donc sur de la com interne, sur de la com un peu externe, et puis voilà, ça s'est structuré. Et puis après, il y a eu d'autres aventures entrepreneuriales avec d'autres amis en parallèle. Donc ça a été assez varié, mais assez enrichissant parce que ça a permis de toucher pas mal de secteurs d'activité, de prendre des bonnes claques aussi. Ouais. Parce que la jeunesse et la fougue, souvent on est trop rapide et voilà, on voit pas tout. Donc, mais c'était en tout cas très 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 constructif et très très enrichissant. Je parle pas financièrement parlant, je parle au niveau au niveau de l'expérientiel. Donc voilà et donc j'ai toujours été à mon compte en fait via une structure ou deux ou trois. Il y a plein de projets. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris de ces expériences entrepreneuriales avant d'arriver dans cette peut-être deuxième partie qui est le business? Ouais, bah justement qu'il faut déjà se calmer un peu, réfléchir un peu, prendre un peu le temps, etc. Même bien évidemment s'entourer. Enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais s'entourer, ne pas penser tout savoir quand on a un peu d'ego et justement laisser un peu son ego de côté de plus en plus. Donc voilà, c'est surtout des postures à mon avis plus de l'ordre du comportement que de la psychologie personnelle. Bien évidemment en ayant acquis derrière des choses en termes professionnels, ça c'est évident. Mais c'est surtout à mon avis un chemin de vie personnelle qui permet de tout simplement devenir un peu plus mature. Hein. Mais ça, encore une fois, ce que je dis est une évidence totale. Donc, non, c'est intéressant. En gros, tu dis que finalement, via l'entrepreneuriat, via ce genre de projet, tu as un tel travail sur toi-même que... C'est-à-dire que l'entrepreneuriat a l'avantage, je pense, par rapport à d'autres situations professionnelles, c'est que c'est quand même une leçon de vie en accéléré, hein, puisque quand on se prend des claques, elles peuvent être méchantes, elles arrivent très vite. Et puis surtout, on est amené à balayer plein de thématiques, hein, que ce soit du commercial, du marketing, de la finance, de la compta, de la gestion ressources humaines, comment recruter, etc. Donc forcément, on balaye un éventail super large qu'on ne balayerait pas si on était chef de produit chez L'Oréal ou machin truc. Donc c'est de l'accélérer effectivement au niveau c'était un peu apprentissage. T'es un peu confronté au je sais que je ne sais pas tout le temps, tous les jours de ta vie. Oui, c'est bien pas. Oui, non, c'est ça, ouais. Tu touches. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, t'as dit, il faut prendre le temps, être calme et réfléchir. Donc finalement, ça c'est juste essayer de prendre du recul, de être calme sur son projet et quand même un peu tout en étant pas trop lent non plus, voilà. Tout en étant pas trop lent. S'entourer, ça c'est la partie avoir des mentors et savoir que t'as des gens meilleurs que toi sur d'autres sujets. Et tu disais, laisser son ego de côté, ça c'est être capable de dire oui, même si j'ai une idée, je vais essayer Enfin, c'est un peu lié à ce c'est aller chercher des idées, quoi. Chercher des idées, accepter que les inputs des autres peuvent être intéressants. Même si c'est pas ce que tu aurais fait de base. Oui, voilà, parce que le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça dénote quand même un certain égotisme, hein, par définition, on va dire. Ça doit être une comme ça. Non, mais forcément, c'est un des moteurs en tout cas. Ouais. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut aussi passer à autre chose. Après, savoir s'entourer, il y a aussi la réalité qui nous rattrape assez vite, puisque savoir s'entourer, ça veut dire pas forcément embaucher, parce qu'on n'a pas les moyens au début. Donc ça veut dire aller taper à des portes d'aînés qui ont plus d'expérience pour qu'ils nous donnent un peu leurs conseils. Donc c'est ne pas hésiter effectivement à aller voir d'autres personnes dans son petit écosystème perso, mais même plus large que ça. Et généralement, les gens sont toujours très contents de pouvoir dispenser quelques petits conseils, comme je le fais aujourd'hui, maintenant étant plus vieux, avec des plus jeunes, parce que le peu que je peux donner, je sais. Voilà, mais c'est toujours pareil. Après, c'est des choses. Il y a des règles un peu immuables, et puis il y a aussi un contexte qui évolue, donc où les règles ne sont pas forcément toujours les mêmes non plus. Bien sûr. Faut pas non plus tomber dans des lapalissades. Mais aller chercher de l'aide, ça reste quelque chose qui de toute façon marche et marchera toujours. Oui, il faut, bien sûr, il faut. Et c'est vrai que souvent on se dit, si je demande conseil, donc ça veut dire que je suis faible, donc je suis en situation de faiblesse, donc non, je vais pas le faire. C'est un peu souvent ce qu'on a tendance à avoir quand on est plus jeune. Les corps ne nous font pas tant que ça à aller chercher de l'aide, à aller demander à son camarade. C'est de la triche, quoi, de faire ça. Oui, en plus. Non, mais est-ce que t'es un peu, je vais me débrouiller tout seul pour leur montrer que, voilà, quoi. C'est faire, moi. C'est ça, il y a un peu ça. Qu'on a entre 20 et 30, enfin, peut-être un peu avant, mais qui s'efface après parce qu'on se dit, c'est puéril d'une certaine façon et ça sert surtout strictement à rien. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais un peu de chemin de vie parce que les deux sont liés, forcément.
Merci beaucoup. T'as parlé de tes associations, t'as eu plusieurs associés. Comment ça s'est passé? Tu préfères? Là, aujourd'hui, t'es seul, donc oui. Non, j'ai un actionnaire, personne morale. On a créé la structure en 2009. Donc, c'est un ancien client, en fait, qui m'a rejoint, qui a cru au projet. Okay. Et qui m'a seedé, comme on dit, donc qui a mis des graines, donc il m'a aidé avec une mise de départ, et moi-même j'ai fait le complément, donc pour pouvoir justement tenir les premières années, et heureusement d'ailleurs que ça s'est fait comme ça, parce qu'on a quand même eu entre 2009 à la création de Coeo et 2012-2013 un peu une traversée du désert. C'est un peu le sujet d'ailleurs quand on est pionnier entre guillemets et créateur d'une activité qui n'existait pas avant, quand vous êtes tout seul sur une activité, les gens vous disent c'est super, et puis c'est la grande tape dans le dos et on se rappelle un jour. Donc et c'est un peu aussi le syndrome français. Attends, je vais enlever le son de mon truc. C'est aussi un peu le syndrome français de l'innovation, c'est-à-dire que quand on est sur quelque chose d'innovant, et je pense que c'est encore pire dans l'industrie et dans les produits hard, on est assez frileux en France et on a peu ce côté pragmatique des anglo-saxons. Alors j'aime pas tout aux États-Unis et ailleurs, mais ils ont un avantage, c'est que au moins ils essayent. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête. Mais on essaye. Ouais. Alors qu'en France, c'est j'attends que les autres essayent pour voir si c'est bon ou pas. Et éventuellement, si je vois que ça marche, j'y vais aussi. J'ai un côté aussi un peu moutonnier, qui est intéressant parce que quand on y va, ça crée une dynamique. Mais en tout cas, les débuts sont toujours assez compliqués quand on propose quelque chose de nouveau, ce qui était notre cas en 2009 en proposant d'accompagner une mécénat de compétences en France. Et même du côté association, d'ailleurs. Ouais. Les assos. L'autre côté aussi. Oui. On viendra. Oui, on viendra en détail. On viendra à courir. Ouais. Tu m'as parlé d'une expérience au Resto du Cœur. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'a provoqué la rencontre? Enfin, les rencontres que tu as eues avec les restos fragiles. Bien sûr. Avec les personnes fragiles. Ouais. Effectivement, c'est un peu la genèse de Coeo, enfin, je pense. C'était en 2006, 2007, 2008. Justement, pour m'ouvrir un peu les chakras, je me suis investi, c'était des jeudis soirs, pour une distribution distribution alimentaire. C'est pas une distribution de conserve, c'est une distribution de soupe chaude, voilà, le soir, sur l'esplanade. C'est un peu comme les maraudes. Oui, voilà, les maraudes, on va chercher les gens et on se déplace. On a fait aussi, mais là, c'était une distribution fixe, qui était donc aux Invalides. Tu dis pour ouvrir tes chakras, ça veut dire qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Parce que je me connaissais un peu moi-même un peu mieux, donc je me disais voilà, pour arrêter de te lamenter sur ta petite vie et tes petits soucis totalement stupides, ça c'est peut-être pas mal de t'ouvrir un peu aux autres. Et voilà, ça se ressent au bout d'un moment de se dire voilà, j'aurais envie d'aider un peu parce que voilà, j'ai une vie entre guillemets privilégiée et tout va relativement bien, donc c'est normal que je redonne. Et donc, c'est une façon d'aller à la rencontre des bénéficiaires. Et tous les jeudis soirs, donc, on distribuait, bien évidemment, des plats chauds aux Invalides. C'était rigolo, d'ailleurs. Enfin, rigolo. C'était à 15 mètres du Divelec, qui est un restaurant de poissons assez haut de gamme. Une belle table. Je sais pas si ça existe encore. Donc, il y avait la queue pour le Divelec d'un côté, puis la queue pour les Restos du Cœur de l'autre, à quelques mètres de distance. Et ce qui m'a apporté beaucoup, c'est au-delà d'aider ponctuellement des personnes, de découvrir que la précarité, c'était pas forcément des gens qui vivaient à la rue, mais c'était aussi des gens qui avaient un boulot, qui avaient une chambre de bonne, qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Je me souviens d'une femme, une soixantaine d'années à l'époque, qui était en imperméable, Burberry, carré Hermès, etc., mais totalement mitée, trouée. Donc tu sentais qu'il y avait eu un accident de vie. Qui avait fait que voilà, ça avait basculé. Donc ça t'apprend à relativiser quand même pas mal de choses, à te dire bah oui, ça peut m'arriver demain, tout simplement. Il peut y avoir des successions d'événements personnels ou extra personnels qui font que, c'est-à-dire divorce, perte d'un boulot, etc. Donc ça peut aller très vite. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette fragilité justement des publics un peu en difficulté n'était pas cette caricature, encore une fois, de la personne qui est sous sa tente, mais dans la rue, mais des personnes qui sont entre guillemets à moitié intégrées dans la société, mais qui sont borderline entre justement je peux assumer mon autonomie ou non, je peux pas l'assumer complètement. D'où ce besoin d'aller au Resto du Cœur toutes les semaines pour eux, voire plusieurs fois par semaine, et donc de bénéficier des services de la distribution alimentaire. Et puis au-delà de ça, c'était surtout de pouvoir créer des contacts, ce qui s'est fait très vite avec des bénéficiaires, donc puisqu'on avait à peu près toujours les mêmes chaque jeudi soir.
Donc de rencontrer des gens avec qui, finalement, d'ailleurs, ce qu'on nous disait au début, quand on est briefé par les bénévoles des Restos du Cœur, c'est vous ne parlez pas aux gens, vous attendez que des personnes vous parlent. Si eux ont envie de vous parler, voilà, vous créez la conversation. C'est intéressant, ça. Voilà, c'est surtout, c'est eux qui doivent être demandeurs, en fait, d'un échange. Voilà. Et donc, plusieurs personnes comme ça, on a eu des contacts, et j'ai eu des contacts assez formidable avec 2-3 personnes, dont un monsieur, je me souviens, je ne sais plus de son prénom, c'est assez bête, qui était un puits de culture, qui disait 10 bouquins par semaine à peu près, c'est ce que je dis à peu près en 2 ans, donc et qui connaissait tout sur tout, et c'était presque pas choquant, mais de se dire cette personne est en difficulté, puis d'un autre côté c'est un puits de science dans tous les domaines, il connaît 1 milliard de sujets, moi j'en connais très peu. Finalement, ça tient à quoi il mérite pas d'être là, quoi. Donc ça permet de lier des contacts comme ça, d'aider des gens à faire des CV aussi pour ceux qui veulent changer de boulot. Donc c'est venu un peu comme ça à Coeo, de se dire tiens, on peut aussi aider des gens par rapport à des expertises entre guillemets, si modestes soient-elles, pour essayer de les faire bouger, les faire évoluer, etc. Donc en gros, c'était pendant les Restos du Cœur. Donc tu as commencé par rencontrer un peu naturellement, oui. À un moment. T'as aidé des gens à faire leur CV, c'est ça? Oui, c'était ponctuel. Entre autres, faire des petits... C'est un exemple, mais ça peut être leur apporter des bouquins, ça peut être les conseiller, leur dire un peu comment ça se passe dans une entreprise, quand ils ont pas de boulot. Enfin voilà, des choses de façon très naturelle et très pragmatique. Et c'est là où je me suis dit tiens, les gens sont en demande en fait d'un accompagnement qui soit pas simplement de l'accompagnement alimentaire ou de l'accompagnement vestimentaire, mais c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est très nettement ce qu'ils demandent en premier, c'est-à-dire d'être considéré comme tout le monde, tout simplement. Et souvent, ces petites aides qu'on peut apporter, ça peut être appel machin de ma part, etc. Ça vaut de l'or, en fait, parce que ça peut changer un destin, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'est venue un peu inconsciemment l'idée de faire du don d'expertise. Et c'est là où j'ai découvert que le mécénat de compétences, qui est aujourd'hui l'activité de Coeo, existait déjà. Ok. Avant de parler de Coeo, tu peux nous définir ce que c'est? Ouais. Alors, Coeo, donc, c'est une entreprise sociale et solidaire. Ça s'appelle une ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale, que j'ai donc créée en 2009, il y a 15 ans. En fait, donc 15 ans cette année. Et donc, notre travail est donc d'accompagner de façon très opérationnelle l'ensemble des parties prenantes à mettre en place des programme de mécénat, de mécénat de compétences, de dynamique de mécénat de compétences. Donc, on accompagne les organisations employeuses et leurs collaborateurs, que ce soit des entreprises du secteur marchand ou des administrations, style ministère et autres. Donc d'un côté, et les associations bénéficiaires de l'autre. Alors c'est pas que des assos d'ailleurs, parce qu'en fait, les structures bénéficiaires d'un mécénat de compétences, ça peut être des assos, des fondations, des fonds de dotation, des collectivités locales dans certains cas. Donc c'est assez vaste comme spectre. Ça peut être des écoles, des universités, donc ça couvre quand même beaucoup de partenaires bénéficiaires potentiels. Donc ça, c'est les gens qui vont recevoir le mécénat. Exactement, c'est ce qu'on appelle des receveurs, bénéficiaires au sens don du terme. Et nous, en fait, on organise toute l'ingénierie, c'est-à-dire les programmes au sein des organisations employeuses, comment on va les déployer auprès des collaborateurs. Donc ça peut être avec des plateformes numériques qu'on a développées à l'origine et qu'on fait évoluer chaque jour presque, qui sont des plateformes en fait au travers desquelles les collaborateurs vont chercher les missions, vont suivre un certain process bien évidemment de mission, parce qu'il y a un côté administratif aussi qui est assez réel, qu'on a numérisé. Donc des plateformes en mode SaaS, ce qu'on appelle SaaS. Ça veut dire, ça me fait penser vraiment à ça. Donc voilà, donc il y a un côté serviciel tech en fait. Et puis il y a beaucoup d'accompagnement humain, notamment pour toutes les personnes qu'on accompagne en fin de carrière, début de retraite. Ce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu en micro, c'est-à-dire des personnes qui sont à 2 ans de leur droit à la retraite, 2 ou 3 ans de leur droit à la retraite. Avant de lancer dans ça, moi je pense, pour les gens qui écoutent, bien sûr, on va bien redéfinir le mécénat de compétences. Oui, en fait, tu prends des gens dans une entreprise. Voilà. En fait, pour résumer, ce qu'est le mécénat de compétences, c'est du bénévolat pendant le temps de travail. C'est-à-dire que c'est du don d'expertise à la fois professionnelle, mais aussi personnelle, de collaborateurs à des structures d'intérêt général, mais c'est pendant le temps de travail. Donc, c'est forcément en accord avec l'organisation employeuse qui va dire à ses collaborateurs, voilà, je vous propose de partir 1 jour par an, 2 jours par an, 3 jours par an, pendant votre temps de travail,
pour aider des assos au travers du don de vos expertises pro ou perso. Ça, c'est un acte volontaire, c'est-à-dire que personne n'oblige personne, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Donc c'est encore une fois l'entreprise, enfin l'employeur qui propose. L'employeur permet quand même à son employé de dire tu vas passer X temps. C'est ça, voilà. Payé par mois, je te laisse un moment dans une association financée par l'entreprise. Voilà. En fait, le collaborateur, il reste rémunéré, il y a rien ne change pour lui, il n'y a pas de ponction, si je veux dire, sur sa rémunération. Heureusement, là, sinon ça marcherait pas. Ça marcherait bien. Et le collaborateur, de façon volontaire, se dit oui, ça m'intéresse, donc je vais y aller, ou non, je le ferai l'année prochaine. Personne ne le tue personne. Et c'est encadré par une loi qui s'appelle la loi Ayagon sur le mécénat et les fondations, qui date de 2003 et qui, petite cerise sur le gâteau, va également favoriser ce mécénat de compétences en permettant à l'employeur, notamment dans le secteur marchand, c'est pas vrai dans le secteur public, de valoriser fiscalement le temps homme de déduire 60% du temps homme de son impôt sur les sociétés. Donc il y a quand même une incitation fiscale qui est pas négligeable et qui effectivement par rapport à une stratégie interne d'entreprise peut faire pencher la balance en disant oui, on est quand même accompagné par cette valorisation fiscale, donc on va mettre ça en place. Maintenant, c'est pas le moteur numéro 1, là, je suis pas du tout de langue de bois, et c'était un peu notre credo au début chez Coeo. C'est pour ça qu'on était un peu novateur, que ça a été un peu long à mettre ça en place au niveau de la sémantique et de l'argumentation. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, ce mécénat de compétences, au-delà de l'acte philanthropique, il répond aussi à pas mal d'enjeux de l'entreprise, en tout cas de l'organisation employeuse, c'est-à-dire la marque employeur, comment j'attire des talents en disant à des jeunes diplômés, par exemple, chez nous, tu pourras t'investir auprès d'associations, donc la fameuse quête de sens des générations XY, quand on doit on est tombé à A, je sais pas. Donc, la mobilité ponctuelle des collaborateurs aussi, qui sont entre deux postes éventuellement. La transition de fin de carrière, on en parlait tout à l'heure, donc ça fait partie un peu de ça. La QVT, ce qu'on appelle la QVCT, les conditions, la qualité de vie au travail, les conditions de travail. Donc ça ouvre aussi des fenêtres en fait vers l'extérieur, donc c'est pas négligeable. C'est aussi concrétiser sa RSE avec le collaborateur. C'est vrai. C'est pas dire la RSE de notre entreprise, c'est économiser 3 ramettes de papier et fermer les lumières. C'est très bien, il faut le faire, mais c'est aussi dire vous allez être ambassadeur de la RSE de l'entreprise puisque c'est vous qui allez agir au niveau des associations. Donc il y a quand même quelque chose de très proactif à ce mécénat de compétences. Donc ça couvre et ça coche, je dirais, beaucoup de cases qui sont aujourd'hui des enjeux réels des organisations employeuses. D'ailleurs, il y a 2 jours, on a reçu ce qui était sympa, un trophée RH pour justement ce côté un peu répondre à des enjeux RH et également philanthropiques, bien évidemment, mais c'est pas que ça. Donc, et au début, c'était un peu compliqué d'avoir ce discours-là. Parce que dans l'écosystème, on disait mais non, vous mélangez tout, enjeu RH, philanthropie. La philanthropie, c'est un acte du cœur. On disait ok, super, enfin l'entreprise, c'est pas un bisounours. Elle est là pour faire des choses forcément qui vont dans son intérêt. C'est logique et c'est pas une honte, mais simplement faut le dire. Et donc on a mis les choses un peu sur la table en disant non, voilà, il faut pas avoir peur et si ça peut servir l'entreprise, le collaborateur et l'association, pour une fois qu'on a un truc où on a 3 gagnants d'un coup, c'est pas tous les jours, donc allons-y. À un moindre coût qui plus est pour l'entreprise. Oui, voilà, en plus, mais c'est surtout une façon de fidéliser aussi les collaborateurs, de montrer qu'on peut faire des choses, et puis l'air de rien, ça crée aussi des partenariats que nous, derrière, on laisse vivre, c'est très bien, entre entreprises et associations, où ils vont plus loin, où une association, par exemple, de théâtre va pouvoir aider à former... une association théâtrale va former des commerciaux à la prise de parole en public. Voilà, il y a des retours aussi dans l'autre sens. Ça, c'est génial. Ça peut être des associations qui travaillent sur le cancer au travail, qui vont venir faire des pitchs, des conférences sur le cancer au travail, parce qu'il y a plein de tabous également dans l'entreprise. Ça peut être des assos qui bossent sur l'addiction. Il y a beaucoup de gens qui sont, on sait, qui boivent de l'alcool dans les entreprises pour tenir le coup, ou qui prennent des trucs, des cachets et tout. Donc, ça peut être aussi des assos qui viennent dans les entreprises pour montrer des choses comme ça. Donc, c'est pas simplement dans un seul sens. C'est une vraie symbiose qui se crée. Exactement. Et plutôt vertueuse parce que ça permet d'élargir un petit peu les trucs.
Et je dis ça parce que moi, en 2009, je me souviens d'un truc assez frappant. C'était un forum des associations, les premiers qu'on faisait. Il y en a tous les mois de septembre dans toutes les communes. Et j'avais deux assos qui sont venus me voir, qui ont me disant, mais vous avez pas honte, vous allez faire du fric sur le monde associatif. Je dis, mais écoutez, asseyez-vous, on va en discuter. D'abord, moi, les assos, je les fais pas payer. Nous rémunérons uniquement du côté de l'organisation employeuse. Ça, c'est le premier point. C'est ça le business model, oui, voilà. On est sur le sujet, c'est tout à fait. Tu leur dis pour vous mettre en relation pour ce mécénat de compétences, je vais prendre quelques pourcents du salaire ou ça va coûter. Non, on tient pas du tout compte du salaire, ce serait déontologiquement pas clair. Non, on prend des honoraires de conseil pour installer toute l'ingénierie et tout le programme, la programmatique de mécénat de compétences, c'est-à-dire quelles associations on va choisir, quel périmètre, on va animer tout ça, on va voir les syndicats, les M+1, enfin on a tout un boulot en amont d'information, de sensibilisation qui est assez conséquent. Ouais. Donc on prend des honoraires pour ça et puis après on vend nos plateformes avec des forfaits d'accès pour effectivement la partie outils numériques. Et le troisième pan, c'est de l'accompagnement coaching, puisqu'on accompagne des collaborateurs fin de carrière sous forme de coaching. Et puis on a un quatrième module aussi, c'est les journées solidaires collectives, où on organise des grosses journées solidaires, où on embarque un collectif, comme son nom l'indique, de collaborateurs sur une journée pour découvrir une association. Wow. Et pour venir aider une association. Donc là, on organise par exemple la prochaine journée solidaire d'Alliance, qu'on accompagne depuis 7 ans, parce qu'on a créé l'événement pour eux, c'est la journée de l'engagement, où on va avoir entre 600 et 700 collaborateurs sur une journée dans 50 villes, 70 assos, avec des thématiques et des activités très différentes, comme du maraîchage urbain, présenter ses métiers aux apprentis d'Auteuil, repeindre des lieux de vie dans des centres d'hébergement d'urgence, faire des travaux de patrimoniaux, de nettoyage de forêt. Enfin voilà, c'est super vaste. Et donc tous les ans, les entreprises installent ce genre de rendez-vous. Okay. Je fais une petite digression sur ta question, mais tout se tient. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir une porte d'entrée, en fait, au niveau des collaborateurs qui souvent, après, vont se lancer en mécénat de compétences parce qu'ils ont vécu une journée solidaire organisée par nous. Ils se disent, bah tiens, oui, j'ai jamais eu l'occasion, en fait, dans ma vie privée d'être bénévole parce que j'ai pas le temps, et ça peut se comprendre. Grâce à l'entreprise, j'ai découvert tel ou tel asso via la journée de solidarité. Donc maintenant, j'aimerais aussi, en complément, faire des missions individuelles de mécénat de compétences. Et mon entreprise qui fait la journée solidaire, en plus, elle me permet de faire du mécénat de compétences. Donc... Alors pas forcément, ça peut être une première année, journée solidaire et faire que des journées solidaires. C'est un peu un effet cliquet, c'est-à-dire on commence souvent par des journées solidaires et puis après les entreprises upgrade entre guillemets avec du mécénat de compétences, mais les deux sont très complémentaires puisque l'une est collective et l'autre est plutôt individuelle. Ok, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as dit à ces associations qui sont venues te voir Oui, donc je faisais une grosse parenthèse, je suis en fin de la parenthèse, et à l'époque, en 2009, les assos sont venus voir, et je leur ai dit, voilà, d'une part, on vous accompagne gracieusement, donc je vois pas de souci. Et puis d'autre part, nous, notre travail, c'est de vous apporter des compétences et des collaborateurs qui vont venir vous aider à développer des sujets de communication, des sujets d'informatique. Enfin, à l'époque, on parlait pas encore de web, vraiment. Enfin, si, mais bon, c'est encore embryonnaire. Des sujets RH, des sujets juridiques, des sujets financiers. Donc, où est le souci? Ouais. Et là, blanc. Donc voilà, on veut bien du mécénat de compétences. Non, tout ça pour dire qu'il y avait aussi une posture, je dis ça un peu en caricaturant, mais il y avait une posture aussi qui est comme de moins en moins vraie, heureusement, qui était, grosso modo, l'entreprise, c'est l'argent, donc c'est un peu Satan, et puis le monde associatif, c'est les gentils, et on est tous sympas, etc. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y avait un peu une dichotomie entre les uns et les autres, alors que souvent, c'est les mêmes personnes qui sont salariés dans un truc et qui sont bénévoles dans l'autre, et puis voilà, et tout va bien. Si on devait expliquer ce que c'est une association à nos auditeurs, comment elle se distingue de l'entreprise? L'entreprise a un but lucratif, donc son rôle et son rôle, sa mission et son objet est de proposer des produits ou des services en les vendant, donc d'être profitable. Voilà, c'est un peu la définition du capitalisme. On y viendra tout à l'heure par rapport à l'ESL, justement. Et une association, c'est ce qu'on appelle une structure à but non lucratif, donc dont l'activité justement n'est pas lucrative. Et qui doit donc, ça peut dire qu'elle doit être en perte financière, elle doit être au moins à l'équilibre pour assurer une activité d'intérêt général sur son territoire.
Donc c'est peut-être uniquement les actionnaires qui ne peuvent pas exister dans une association. Oui, il n'y a pas d'actionnaire, bien évidemment. Il y a des adhérents, il y a un bureau, mais il n'y a pas d'actionnaire en tant que tel. Et tu peux être employé, tu peux être payé par une association. Mais une association, voilà, peut avoir des permanences, on appelle des permanents, donc des salariés qui sont payés par l'asso. Ouais. Si elle a les reins, bien sûr, assez solides pour effectivement avoir des ressources pour le faire. C'est pour ça d'ailleurs que nous on accompagne des assos en mécénat de compétences, parce qu'au bout d'un moment elles peuvent pas intégrer des ressources de façon fixe et récurrente via du salariat, puisqu'elles n'ont pas les moyens tout simplement. Ouais. Et que très peu d'assos en France en pourcentage ont des permanents, parce que c'est des charges qui montent très très vite. Donc ok. D'où l'intérêt de ce don d'expertise. On peut reparler du sujet des retraites. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Des gens qui sont à quelques années de la retraite, et comment est-ce que le mécénat de compétences, comment est-ce qu'avec Coveo vous les accompagnez, et pourquoi est-ce que c'est important par rapport à la retraite? Alors, il y a une problématique qui est en train d'émerger en France, qui est justement cette transition entre fin de carrière et début de retraite. D'abord, on parle beaucoup en France de d'onboarding. Excuse-moi pour les anglicismes, mais un peu comment j'accueille des nouveaux rentrants, des jeunes, notamment dans une entreprise. Mais on parle pas encore beaucoup d'offboarding, c'est-à-dire comment j'accompagne des gens à sortir de l'entreprise. Et c'est vrai que dans beaucoup de secteurs d'activité, depuis quelques années maintenant, notamment banque, assurance et autres, il y a des changements de métiers qui sont absolument colossaux, avec l'arrivée du numérique, du digital notamment, qui font qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être amenés à disparaître totalement. Et puis il y a aussi l'âge qui fait que certaines personnes ont moins d'activité à 58 ans qu'elles en avaient à 50 et encore moins à 45. Donc elles ont fait un peu le tour du poste. Pour certaines, elles sont un peu placardisées, soyons clairs, donc un peu mis de côté, si j'ose dire, par rapport à la dynamique de leurs équipes. Donc c'est un moment qui est terrible à vivre, parce que être rémunéré, c'est très très gentil. Enfin, si c'est pour pas faire de mission particulière et ne pas être valorisé en interne, c'est psychologiquement très compliqué. Mais il n'y a pas que ces cas-là, hein. Il y a aussi des cas où tout se passe bien. Tout ça pour dire que de plus en plus de collaborateurs qui arrivent à 2 ou 3 ans de leur droit à la retraite ont envie d'autre chose. Et donc la proposition qu'on fait, et que d'autres font d'ailleurs, mais qu'on a fait il y a déjà 15 ans, c'est de pouvoir positionner ces collaborateurs sur des missions de longue durée dans les associations. Donc des missions qui aujourd'hui peuvent aller jusqu'à 36 mois à temps plein, donc pour justement créer un nouveau projet de vie. Donc ils vont toujours être rémunérés par l'entreprise, bien évidemment. Leur contrat de travail sera changé ou éventuellement négocié avec un 4/5e ou un 3/5e, ça dépend. Et puis nous, on va les redispatcher, on va les redéployer avec eux, on va construire la mission avec eux. C'est pour ça que je parlais de coaching tout à l'heure, parce qu'on les accompagne en coaching 3 mois avant la mission. On va créer vraiment 1 ou 2 missions sur lesquelles ils vont pouvoir s'investir, donc sortir de l'entreprise, entre guillemets, physiquement, tout en étant toujours payé par elle, et pouvoir mettre en place des projets structurants pour une asso. Et pour l'asso, c'est fabuleux, parce que avoir quelqu'un pendant 2 ou 3 ans, ça permet quand même d'envisager un petit peu, avec une visibilité à minima, un projet X ou Y. Et puis pour le collaborateur, et c'est pour ça que nous, on s'attache à avoir ces missions un peu hybrides, c'est-à-dire ne pas faire un copier-coller de ce qu'il a fait dans l'entreprise, mais aussi mettre les mains dans le cambouis. Il va pouvoir aller sur le terrain, voir les bénéficiaires, voir les bénévoles, et découvrir des choses qu'il n'a jamais faites. Et donc ça, pour lui, c'est tu lui fais une mission sur mesure. Sur mesure, en collaborateur par collaborateur. Et avec l'association de l'autre côté. Voilà. Et en fait, on part du collaborateur, on va chercher l'asso. Par exemple, on a positionné quelqu'un qui était responsable de la formation professionnelle à la Société Générale il y a quelques années, pas trop longtemps, 4-5 ans, qui nous a dit lors du coaching, voilà, j'adore le patrimoine, j'adore les vieilles pierres, etc. Donc on a essayé de trouver quelque chose. On a trouvé Maison Paysanne de France, qui est une association qui restaure le vieux bâti, notamment les fermes dans les régions françaises, qui sont bien évidemment très différentes d'une région à l'autre. Et donc elle a construit un module de formation professionnelle au sein de cette association. Okay. Donc elle a utilisé ses compétences, son savoir-faire, tout en mettant à profit sa passion qu'elle avait mis de côté pendant 30 ans. Elle n'avait pas eu le temps. Donc, on a coché les 2 cases, et elle fait le lien, en fait, entre les artisans qui maîtrisent la restauration des toits en chaume ou des façades à colombage avec les filières professionnelles. Donc, voilà, on essaie de vraiment, voilà, exactement, tout le monde est content. Et nous, on va voir l'asso en disant, on a quelqu'un qui serait disponible, est-ce que ça vous intéresse? Et généralement, 99,9999 fois sur 100, l'asso dit oui, effectivement, ça peut nous intéresser. Donc on essaie vraiment de construire la mission avec le collaborateur avant d'aller voir l'asso. Même si les assos nous disent on a tel ou tel besoin, on essaie de faire du push de compétences plutôt que du pull de besoins. Ok. Donc,
Ok, c'est intéressant comme position. Voilà, un peu comment on fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui est très émergent et on en est vraiment qu'au début en France. Hein, donc c'est quelque chose qui va être, à mon avis, encore très 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 fort dans les années qui viennent. Ok, merci beaucoup. Donc ça c'était Coeo. T'as dit au début que Coeo c'était une ESUS, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une ESUS et ce que c'est l'ESS? Alors l'ESS, c'est-à-dire pour commencer par le spectre le plus large, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est un univers en fait qui est composé à la fois d'associations, à la fois d'entreprises comme nous, commerciales, mais à vocation d'intérêt général. Ça peut être des coopératives, ça peut être des mutuelles. Donc c'est assez hétéroclite en termes de personnes morales. Le fil rouge en fait de l'ESS, c'est de se dire, bah voilà, notre objectif est de servir quelque part l'intérêt général. Donc ça peut être l'insertion par l'emploi, ça peut être le handicap, la santé, plein de choses. L'écologie, ou ce qu'on fait nous, voilà, ou l'écologie, bien sûr, l'environnement. Bon, le spectre est assez large. Sur l'intérêt général, ça couvre des biens communs en général avec un grand B, un grand C. Et après, la personne juridique qui la porte, je dis, peut être très différenciée. Ça peut être les mutuelles historiques, c'est l'USS, toutes les mutuelles que tu connais d'assurance, de banque, voilà, font partie de l'ESS. Et une ESUS, c'est un agrément qui est donné par les pouvoirs publics, qui correspond en fait à des engagements statutaires que tu prends quand tu crées ta structure, ce que j'ai fait moi à l'époque. Et pour te donner un exemple très concret, c'est par exemple une échelle de salaire de 1 à 7 au sein de la structure, c'est-à-dire que le salaire le plus haut ne peut pas excéder 7 fois le salaire le plus bas. Et ça, c'est pas des postures, c'est une façon de dire aussi, bah voilà, il serait peut-être temps de mettre fin aux échelles, ou dans certains cas, c'est rare, mais ça existe. Dans les grosses boîtes où on a des échelles de salaire de 1 à 300 ou de 1 à 400, c'est pas normal qu'aujourd'hui quelqu'un gagne 400 fois ce que gagne le plus petit salaire. En quoi ça le justifie, voilà. Sans faire encore une fois de perdre la morale. C'est pas de la morale, c'est juste, c'est ma démarche transparente, voilà. Et en plus, ça a l'avantage de tirer vers le haut. C'est-à-dire que si la personne qui se paye le mieux veut augmenter sa rémunération, bah forcément, elle tire l'ensemble de l'échelle vers le haut. Et ce qui est normal, si elle se paye le mieux, voilà, reprise à participer. Oui, bien sûr, mais je veux dire, elle tire vers le haut. Donc c'est plutôt vertueux parce que ça va vers le haut. Donc c'est une répartition des résultats, des bénéfices. 33% actionnaires, 33% salariés et 33% en réinvestissement. Donc c'est pour ça que il y a une lucrativité qui est assez limitée, entre guillemets, pour un actionnaire qui rentre dans une boîte comme ça, parce qu'il aura forcément une rétribution actionnariale qui sera pas celle d'une boîte du CAC 40, mais il participe quand même à quelque chose de plus vertueux, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas moral ce que je dis, hein, c'est juste en termes d'impact. Ouais. Mais ça reste qu'un facteur 3. C'est pas non plus, tu vas avoir, t'investis dans une ESUS et tu perds, t'as 10% de tes, enfin, ça reste qu'un facteur. De grandeur. Pour un fonds commun ou pour un fonds d'investissement, c'est colossal. Divisé par 3, son retour sur l'investissement, c'est monstrueux. Okay. Donc voilà. Donc après, il y a des fonds maintenant qui commencent à se créer. Des fonds d'investissement qui sont spécialisés justement dans des entreprises comme les nôtres, qui savent très bien où ils vont, qui savent que leur rémunération sera limitée. C'est aussi pour ça que ce type d'investisseur laisse porter son investissement généralement de façon beaucoup plus longue, parce qu'il sait que ça sera pas un retour sur investissement d'abord énorme en volume et puis immédiat, parce que souvent c'est des chantiers qui sont à mettre en place. On en a la preuve parlante, parce qu'il a fallu une bonne dizaine d'années avant de structurer et d'être profitable. Donc voilà, donc c'est aussi un investissement dans le temps qui aussi en termes de perception change un peu la donne, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'immédiateté des gains, ce qui est un petit peu antinomique avec l'air du temps, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère que l'ESS va réussir à distiller comme message, mais plutôt investir sur le long terme, un peu le bon sens paysan, c'est-à-dire t'investis et tu portes 10, 15 ans, et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Donc l'ESS, moi je suis par exemple représentant Île-de-France, ambassadeur Île-de-France du MOVES, qui est un organisme justement qui représente le monde de l'ESS. C'est des valeurs qu'on défend parce qu'on estime que si on veut changer une économie de façon durable, c'est avec ce genre de choses qu'on peut arriver à faire bouger les lignes. Tout simplement en étant assez pragmatique en fait. Mais tiens, si on peut mettre un curseur ici, là, Il s'agit pas d'empêcher les gens de monter des projets entrepreneuriaux.
Mais il s'agit plutôt d'être dans une notion où il y a un peu plus de partage, entre guillemets, entre le créateur, entre ceux qui bossent tous les jours, etc., etc. Donc, on travaille à des réflexions comme ça pour faire avancer les choses avec les pouvoirs publics, avec les ministères concernés, pour que ça s'installe petit à petit. Donc, voilà, l'ESS est en train de bouger. C'est quand même 13% en France des emplois salariés, ce qui se sait peu, c'est-à-dire que l'exemple tout à l'heure des mutuelles, voilà, si tu as un compte au Crédit Mutuel, bah voilà, ton prestataire bancaire est un membre de l'ESS. Et toutes les mutuelles sont des ESS? Ouais, normalement, oui, ça rentre dans le scope de l'ESS, dans le champ de l'ESS, tout à fait. Toutes les associations aussi, alors que les entreprises ont des critères? Pas toutes. Ok. Pas toutes. Pour les entreprises, voilà, dès qu'on est dans le secteur marchand, nous, on est sur un secteur commercial, parce qu'on vend des choses et on ne vit que de la vente de nos services. On n'est pas subventionné, on n'est même pas éligible au mécénat, non, donc, on ne vit que de l'activité. C'est même pas éligible à ton non. Et très bien, moi je dis très bien. Ouais. Parce qu'à la limite, ça fausserait la concurrence, donc je trouve ça très bien. Mais en revanche, on a des règles entre guillemets qu'on s'est auto-imposées qui font que ça correspond à des visions entre guillemets, enfin c'est un grand mot, mais à une vision de la société qui voilà, et c'est une vision aussi qui peut se résumer en un mot, c'est-à-dire essayer de travailler l'amont plutôt que de réparer l'aval. C'est-à-dire, et c'est le problème aussi qu'on a aujourd'hui. On parlait des restos du cœur tout à l'heure, mais ce serait très bien qu'un jour il n'y ait plus de restos du cœur. Sauf que, bon, bah, on est loin du compte, au contraire. Finalement, beaucoup d'associations sont dans la réparation. Mettre un pansement, voilà, deux choses qui pourraient être évitées. Je dis pas que demain tout le monde sera heureux et tout le monde sera en bonne santé, c'est pas le sujet, mais on peut éviter beaucoup de choses. Beaucoup de fragilités peuvent être évitées en amont s'il y avait une redistribution un peu plus, ne serait-ce que financière déjà, un peu plus équitable entre guillemets entre les uns et les autres. Et c'est pas un truc qui est nouveau. Le général de Gaulle, dans les fin des années 50, avait proposé la participation, le concept de participation, donc que les entreprises, et de Gaulle était vraiment quelqu'un de très social, que les entreprises redistribuent leur richesse, en tout cas de façon plus équitable que ce que c'était à l'époque dans les années 50. Et bien évidemment, à l'époque, il a eu toute la droite classique, UDR et compagnie, qui s'est levée d'un seul homme pour bloquer au maximum le truc. Donc, c'est quoi l'idée exactement qu'il voulait faire? La participation, c'est intéresser en fait les salariés aux résultats de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à l'époque, des ouvriers qui bossaient chez Renault, à Boulogne-Billancourt ou ailleurs, puissent récupérer avoir des primes ou des choses comme ça en fin d'année par rapport au travail qu'ils avaient fourni parce qu'ils avaient participé et ils participent de façon concrète aux résultats et aux bénéfices de l'entreprise. Donc déjà, ça existait à l'époque. J'ai une question parce que c'est vrai que ça me paraît un peu fou. Je l'avais jamais vu comme ça, mais en fait, à la fin, sauf dans les ESUS où vous êtes engagé à ça, l'entreprise qui peut être faite avec 5000 employés, les bénéfices finaux ne vont jamais dans la poche de ces 5000 personnes qui ont travaillé concrètement. Il y a des primes. Si, il y a quand même des primes d'intéressement, etc. Mais après, c'est le manager, le management, entre guillemets, qui va construire en fait la façon dont ils vont redistribuer les choses. Mais c'est pas automatique. Donc il y a plein de boîtes où ça n'existe pas forcément. Et l'idée de la participation de Gaulle, c'était de l'imposer et de faire que chaque entité économique marchande puisse avoir un minima à reverser à tous les salariés de son organisation, ce qui est un truc de bon sens total. Qui est bon sens, oui. C'est important de reverser à ceux qui ont investi, mais c'est important. Sauf qu'à l'époque, on était encore sur un patronat à la papa, entre guillemets, c'est-à-dire assez ancien. Ouais. Et que les députés à l'époque, donc de droite, c'était l'UDR, on fait front contre De Gaulle. Comme De Gaulle, en plus, était un électron libre, déjà, politiquement, c'était compliqué. Donc, il n'a pas pu vraiment faire passer cette proposition, qui était une proposition extraordinaire, qui aurait permis de gagner 30 ans ou 40 ans, pendant lesquels on s'est un peu égaré sur ce genre de choses. On n'a pas avancé, en fait. Donc, ok. Et donc, une ESUS, c'est une entreprise de l'ESS qui s'est imposé les critères de. Pour moi, je vais essayer de résumer les critères avec mes mots. Oui. Une espèce d'égalité, de justice de répartition entre les salaires pour qu'il n'y ait pas. Là, toi, t'as dit x7, mais je crois que tu disais que ça peut être x20. Oui, x12. Après, chacun met son compteur, mais tu dis que. Minimum x12. Ce serait un maximum x12. Maximum x12. Tu dis qu'à la fin, quand il y a des bénéfices, ils sont répartis 30% actionnaires, 30%... Voilà, 33 actionnaires, réinvestissement et employés. C'est ça, et collaborateurs. Ouais. Et c'est quoi les autres? Il y a d'autres choses. Après, c'est la gouvernance. Alors là, c'est plus subjectif, c'est-à-dire
impliquer en fait les collaborateurs aux décisions de l'entreprise. Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on achète une machine-outil quand on est dans ce secteur-là? Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de l'embauche de telle personne? Voilà. Après, c'est un peu du quotidien. Il s'agit pas de faire des grands trucs où on va voter à main levée, machin truc, mais c'est faire participer en fait ce que font d'ailleurs les coopératives. Les coopératives, c'est souvent une voix, un vote, une voix. Donc tous les collaborateurs d'une coopérative, pareil, c'est un truc qui est déjà ancien, la coopérative, le système de coopérative. C'est une façon d'avoir un système un peu plus partagé dans les prises de décision. Mais avec quand même il faut toujours, de toute façon, qu'il y ait quand même quelqu'un qui impulse et qui influe, parce que faut pas tomber non plus dans la démagogie où quelqu'un qui est en production, il a pas forcément les clés pour comprendre un plan de financement, un machin, un truc. Donc faut aussi expliquer, voilà. Donc il s'agit pas de lever la main en disant oui ou non parce que ce matin je me suis levé du bon pied ou du mauvais pied. C'est quand même comprendre déjà ce qu'on propose, l'étudier avec les personnes. Donc ça prend du temps. Donc voilà, il y a aussi tout un boulot de pédagogie, de sensibilisation. Qui est important et indispensable pour que cette gouvernance entre guillemets plus partagée existe. Il ne s'agit pas simplement de faire voter les gens qui, s'ils ne comprennent pas pourquoi on vote et ce sur quoi on vote. Donc c'est une façon de revoir un peu un système de gouvernance et de gestion d'une entité sans tomber non plus dans la caricature de l'autogestion où tout le monde est capable de faire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi. J'y crois pas non plus. Il faut qu'il y ait un minimum de vision et de propositions dans une entreprise, mais de façon plus ouverte, en tout cas dans l'acceptation. C'était marrant parce que tu m'avais dit quand on parlait un peu de ça, tu m'avais dit mais le capitalisme, moi je trouve ça très très bien. Simplement, il faut qu'on redistribue les richesses. Attends, attends, j'entends les hurlements déjà d'être côté mais c'est parce que moi, j'ai pas dit que ce serait bien. J'ai dit le capitalisme, à mon sens, et par rapport à ma petite vie, par rapport aux expériences menées à droite à gauche, à part dans des sociétés tribales en Amazonie ou machin, où ils arrivent à préserver les ressources et à être sages entre guillemets, mais on n'est pas prêt à le faire. On n'est pas prêt à le faire. Je dis le capitalisme. Pour moi, c'est la seule chose, c'est le seul système qui fonctionne en termes de dynamique de flux, etc. Voilà. Maintenant, je dis pas que c'est très bien, je dis que c'est ça qui est intéressant. Je dis que ça peut être monstrueux comme intéressant. Ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, et c'est monstrueux, bien évidemment, dans beaucoup de cas. Je dis simplement que c'est justement l'avantage et un peu le plaidoyer de l'économie sociale et solidaire, c'est de dire voilà, on va pas réinventer l'eau chaude. Une économie, ça fonctionne avec quelqu'un qui propose, quelqu'un qui veut, etc. Avec un échange. Les structures qui s'appelle la monnaie, voilà, ou autre chose, ou du troc éventuellement dans certains cas, pourquoi pas, ou des monnaies virtuelles, mais en tout cas ça fonctionne comme ça, et ça a toujours fonctionné comme ça depuis l'âge des cavernes. Fondamentalement, le commerce en soi n'est pas forcément quelque chose. Oui, c'est pas tabou. Enfin, voilà, l'acte de proposer quelque chose n'est pas tabou, et c'est même presque relationnel dans la psychologie et la sociologie humaine, donc c'est pas. Faut arrêter de nier des choses qui sont aussi évidentes. Il y a qu'à relire Lévi-Strauss, machin truc, voilà, tous ces machins-là, on voit que dans toutes les sociétés, ça existe et ça a existé, et dans l'histoire en général. Mais effectivement, la finance, et surtout la finance qui a apporté ce biais depuis les années 80, 70-80, c'est que la finance a complètement démonté justement les règles entre guillemets qui étaient un peu tacites dans ce capitalisme un peu ancien et a tout fait péter avec un capitalisme qui est devenu hyper sauvage, mondialisé, sans règles. Où l'instinct de vouloir plus a été exacerbé. Bien sûr. Possible. Et il y a 50 ans, quelqu'un qui était riche était millionnaire. Aujourd'hui, il est milliardaire. Maintenant, il est multimilliardaire. Maintenant, il est plusieurs fois, 100 fois milliardaire. Voilà, on arrive à des niveaux qui ne correspondent plus à rien du tout et qui en plus, comme on disait un peu en off au début, font le lit des extrêmes, donc que ce soit à droite ou à gauche, puisque ça crée des frustrations, des pôles de frustration terribles, parce que par définition, moi demain, je n'aurai jamais 262 milliards de dollars de patrimoine. D'ailleurs, ça m'intéresse pas. Je dirais pas là que la personne qui fantasme autour de ça, mais sans parler de sa nation, je suis caricature, mais sans parler de ça, on est arrivé à un moment de
de la civilisation où il y a beaucoup trop d'exemples qui sont donnés là-dessus et qui entretiennent justement ces désillusions, ces frustrations, ces machins, ce syndrome du joueur de foot ou du youtubeur qui a fait 6 milliards de vues. Faut revenir juste sur Terre et le ESS justement c'est un peu ça, c'est revenir sur Terre en se disant voilà, on peut créer des structures même de 3-4 personnes qui ont une action très forte sur un territoire, qui rendent service tout en permettant une économie entre guillemets au sens large vertueuse et allons-y, il n'y a pas besoin d'être 300 demain. Et on peut rester une entreprise extraordinaire qui a un impact, qui a un bon produit. C'est ça. Sans avoir ces écarts. Sans avoir ces écarts. Également, s'enlever de la tête aussi ce principe de croissance, c'est-à-dire qu'on a encore, que les banques nous demandent, que tous les partenaires autour nous demandent. Alors, votre croissance, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de combien? Mais en soi, déjà, c'est une connerie. Enfin, c'est une connerie, pardon, mais c'est pas forcément l'intérêt. C'est ce qu'on fait qui est important. C'est pas tellement le fait d'avoir une croix de 30. Évidemment, si vous faites 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel au bout de 20 ans, il y a peut-être un petit souci. Mais au-delà de ça, c'est pas la croissance en elle-même qui est importante, c'est la façon dont vous construisez la croissance et ce qu'elle contient qui est important. Et il y a ce changement de vision qui a opéré et que le SS justement essaie d'apporter aussi, qui est super important parce que on est tellement enfermé dans des dogmes qu'on nous a appris à l'école, qu'on nous apprend toujours à l'école d'ailleurs, école de commerce pas que, même l'école, tout ça, sur il faut par définition monter, c'est-à-dire ta vie, si tu montes pas, c'est une catastrophe. C'est comme si on te demandait de grandir jusqu'à tes 95 ans, quoi. Alors, ta croissance, elle s'arrête à 20 ans, grosso modo, et on trouve ça normal, non? Si on grandit selon certains critères. Si on grandit sur d'autres, voilà, on grandit sur d'autres aspects. Ouais, quand même. Un peu l'entreprise, ça peut être pareil. L'idée, c'est pas de grandir que en taille, mais peut-être grandir en maturité, en machin, en truc. C'est un peu le discours de l'ESS aujourd'hui. Et c'était le sujet du premier épisode du podcast. C'était avec Aurélie Piette, qui est économiste et qui a travaillé toute sa vie sur l'entreprise et qui elle dit il y a plein de signaux faibles. Regardez, le SS est en train de croître. Regardez, il y a des associations. Ça n'existait pas il y a 100 ans. Tu crois à ça, à dire dans 100 ans, on aura des entreprises qui auront été bridées et en fait les multimilliardaires n'existeront plus parce que toute l'humanité aura réalisé que c'est fou? Non, je crois pas que les critères non financiers, tu vois, on a des critères écologiques maintenant quasiment, RSE, qu'on doit mettre dans les bilans à la fin. Moi, je pense qu'on va arriver à un effet de ciseau, à la fois par l'environnement extérieur, c'est-à-dire qu'on va être contraint, tout simplement. Ouais. On parlait aussi du véganisme quand on parlait parce que c'est aussi une de mes marottes, mais on va être contraint aussi par des changements de comportement, que ce soit alimentaire, que ce soit de consommation, etc., parce que l'environnement fait que la diminution des ressources, pareil, j'enfonce une porte ouverte, ça fait qu'on va être contraint par ce genre de choses. Et en parallèle de ça, je ne crois pas non plus à l'homme providentiel, aux hommes providentiels et à une génération providentielle. Okay. Il n'y a pas de raison que les enfants qui naissent aujourd'hui deviennent plus sages. Oui, plus sages. Ça dépend de comment on les stimule. Tout est une question de stimuli. Si vous stimulez avec des choses qui sont pas top, ils vont devenir complètement idiots, voire complètement cons. Si vous les stimulez avec des choses vertueuses, de coopération, de machin, peut-être ils vont arriver à construire. Donc moi, je suis ni rousseauiste ni voltairien. Je ne pense pas que l'homme n'est ni bon ni mauvais. Je pense qu'il se fait à ce que son environnement lui donne quand il arrive dans la vie, et que c'est justement l'environnement qui est très important pour lui donner un peu les clés du camion en lui disant si tu arrives à coopérer avec tes petits camarades, ça n'empêche pas la compétition. La compétition, je pense qu'elle est humaine, elle reste quand même intrinsèque. Elle peut être vertueuse, mais elle peut être aussi saine. Mais elle peut être fun, elle peut être machin, elle peut être moins violente qu'elle ne l'est, et voilà. Mais tu mets des gamins dans une cour de récré, là, tu vois tout de suite la compétition. Tu mets des enfants, voilà. Et nous, on est compétiteurs. Tu fais un escape game dans la compétition. Tu joues cartes dans la compétition. On est compétiteurs. Donc, faut pas non plus gommer des choses qu'on porte qui sont dans nos gènes. Simplement, il faut les aménager et il faut les orienter de façon plus vertueuse. Il faut laisser une place aussi à la collaboration. Voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas de faire un escape game, mais à côté, d'être capable de travailler ensemble. Complètement. Mais il faut pas non plus faire du bisounours en disant demain, l'homme nouveau va arriver et il sera plus du tout dans la compète et il va embrasser tout le monde et ça sera vraiment génial. Et on va manger du miel toute la journée.
il fera chaud. Donc tu vois, c'est du n'importe quoi. Et souvent, ce côté bisounours, on peut aussi le rencontrer d'ailleurs chez certains acteurs de l'ESS qui ont l'impression que on va arriver à changer les hommes. Non, l'homme va pas changer. L'homme ne changera que s'il est stimulé par des choses sur lesquelles il va se sentir bien, en confiance. Ouais. Et surtout, il y a un syndrome aussi qui est très important et qui rejoint l'égoïsme dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on rencontre souvent d'ailleurs dans l'alimentation, c'est pourquoi moi je fais cet effort si mon voisin ne le fait pas. Ouais. Et ça, on le rencontre partout. Donc, c'est pour ça que c'est important de proposer ça à tout le monde et que tout le monde soit acteur du truc. Ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait aussi penser à ce qu'on propose comme rêve et comme utopie. Enfin, comme modèle, si demain ton modèle c'est Bernard Arnault, bah tu vas pas faire ça. Enfin, tu vas pas être, ton but ça va pas être de travailler sur la partie sociale. Ton but ça va être d'avoir de l'argent qui fait. Et je prends Bernard Arnault, mais c'est pas ça. C'est si. Alors que si ton modèle c'est Gandhi, tu vas te dire en fait, moi mon but c'est d'être peaceful. Et il y a aussi un côté. En fait, ça me fait penser à une image mon ami Louis Maxime qui m'avait raconté ça. Chez les Indiens, on dit tu as deux loups en toi, le loup blanc et le loup noir. Bien sûr. Et quand l'enfant indien dit au grand sage, mais moi quel loup je suis, c'est en fait tu es le loup que tu nourris. Oui, et donc comme tu dis, on va pas enlever complètement la partie compétition, mais si tu nourris la partie potentiellement plus vertueuse, plus sage, ça. C'est pour ça qu'on dit l'environnement, c'est-à-dire l'écosystème dans lequel on vit, il est vachement important. Et ça, on l'a par les parents, on l'a par l'école, bien évidemment, par tout un écosystème qui fait que on peut dévier très vite sur des choses qui sont pas top, puis en plus qui sont de très court terme. Hein. Un chemin ou l'autre. La jouissance instantanée, les machins, le plaisir instantané, et qui est autre générateur de frustration en plus immédiate. Donc, c'est des choses qui doivent s'apprendre et qui doivent se distiller aussi dès le plus jeune âge. Et je dis ça parce que moi j'ai un petit dernier qui a 10 ans, donc c'est compliqué parce que il est lui-même stimulé par un environnement qui est pas le mien quand j'avais son âge. Donc il faut aussi que je m'adapte à ce qu'il voit et que je me mette à sa place, tout en lui faisant comprendre que voilà, avoir 15 maillots de foot, c'est pas très intéressant, c'est pas très utile parce que quand il y en aura 15, il aura le 16e et puis le 16e, le 17e, etc., etc. Donc des choses comme ça qui sont encore une fois de l'ordre du bon sens. Et c'est la citation de je sais plus qui, c'est-à-dire être heureux, c'est se satisfaire de ce qu'on possède déjà, quoi. C'est un peu ça, hein. Sans tomber, encore une fois, bien sûr, c'est bien d'avoir du désir, c'est bien des machins, mais très sincèrement, 9 fois sur 10, quand on désire quelque chose, si on n'y pense plus, au bout de 5 minutes, voilà, c'est évacué, on passe à autre chose. Donc c'est pas des désirs fondamentales, intrinsèques et vitaux. Il faut qu'on se reconcentre plutôt sur du désir un peu plus vital, sur. C'est un peu Spinoza qui distingue le vrai bon pour toi du faux bon pour toi, du. Oui. Alors je pense que ça c'est bon pour moi d'avoir. Parle des moyens de foot, donc d'avoir fait du shopping toute l'après-midi, mais en réalité c'est pas ça qui a le terme battre. Oui, puis c'est terriblement frustrant parce que c'est juste une adrénaline, une endorphine très très ponctuelle qui va en plus t'obliger à répéter l'expérience le plus vite possible. Ouais. Et après c'est une addiction, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu encore une fois des choses évidentes, mais finalement qui sont évidentes quand on les écrit ou quand on les exprime, mais à vivre et à faire dans les actes du quotidien. Voilà, j'en ai à la notion d'effort. Je pense qu'on va arriver dans une période où on va se prendre des grandes claques dans la figure, où il va falloir retrouver l'effort. Et ça aussi, je pense que la notion d'effort, effort au sens noble du terme, c'est-à-dire, j'en ai un peu bavé, mais j'ai vu que ça a progressé. Ça, on peut l'avoir dans le sport, on peut l'avoir dans plein de trucs. C'est des notions qui sont aussi vachement importantes à réinculquer. Parce qu'on les a un peu oubliées, que ça faisait aussi, politiquement parlant, un peu vieille France, dans les années 70, 80, de parler d'efforts, de machin, alors qu'on dérivait plutôt sur une société de la jouissance, donc il n'y avait pas d'efforts. Et puis c'était un peu le leitmotiv de 68, quoi, c'est-à-dire sous les pavés de la plage, machin, interdire. Enfin, il y a plein de choses qui ont été géniales, mais il y a aussi plein de choses qui ont distillé des messages qui étaient finalement un peu contre nature et qui ont fait croire à toute une génération de personnes que on pouvait changer comme ça du jour au lendemain. Et en fait, non, la plupart des 68 arts, on les a retrouvés cadres, dirigeants en BM 20 ans après. Donc voilà, il faut pas tomber dans ce genre de truc-là, quoi. C'est quoi pour toi pourquoi pour toi être heureux, mais c'est quoi l'équilibre que tu as trouvé aujourd'hui pour être épanoui et pour faire ses efforts, être heureux à la fin
Heureux, je suis pas spécial. Enfin, je me donne pas d'échelle de bonheur. Déjà, il y a un truc qui m'a horripilé là, ces dernières années, c'était le bonheur au travail. Une petite parenthèse. Bon, heureusement, c'est passé de mode, mais c'était un truc qui, pour moi, n'avait aucun sens. Parler de bien-être au travail, je suis entièrement d'accord, mais de bonheur au travail, c'est d'ailleurs... C'est un concept philosophique. C'est un concept qui ne rime à rien. Donc, j'écarte le truc. Non, pour moi, j'en sais rien. C'est quoi ton équilibre aujourd'hui? Mon équilibre, c'est c'est mon boulot, le sport, parce que j'en fais beaucoup, je cours beaucoup, et puis c'est qui m'a permis de pas péter les plombs aussi, l'air de rien. C'est pour ça que je peux aller d'efforts, parce que ça permet d'atteindre des moments qui sont juste hallucinants. Ouais. Je parle pas de ce qu'on libère dans la tête au niveau des endorphines, mais des moments de vie aussi, voilà. Et donc oui, non, j'ai 62 ans, donc il serait temps que 62 ans. Ouais, que je sois un peu plus mature par rapport à ma petite vie, parce que j'ai souvent été et très longtemps été un éternel insatisfait, sans faire de psychologie intime, voilà, et que aujourd'hui je pense l'être un petit peu moins. Non, mais c'est intéressant ce côté insatisfait. Enfin, je trouve que c'est très important de se connaître et de se dire oui. Ma faiblesse, et c'est que même quand j'ai ça, j'en veux toujours plus. Ah oui, mais bien sûr. Ce que tu viens de dire sur c'est quoi être heureux, c'est savoir se contenter de ce qu'on a, je suis d'accord que c'est déjà un beau travail à faire, quoi. Oui, mais après, voilà, j'ai aussi une vie que j'estime être sympathique. Je rencontre plein de gens de plein de milieux différents, donc ça, c'est vachement enrichissant. Ouais. Et surtout, j'apprends toujours des choses. Donc ça, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, je vis de ce que j'ai créé, donc c'est quand même aussi, entre guillemets, un luxe, même si c'est pas tombé du ciel, bien évidemment, parce que 15 ans, ça fait comment ça fait une petite période. Mais voilà, donc pour te répondre à ta question, oui, si je dois dire si je suis heureux dans ce que je fais dans ma vie, globalement, oui, ça c'est clair. Je vais pas. Et je trouve que c'est intéressant. T'as dit je rencontre plein de gens divers, c'est génial, et j'apprends beaucoup, c'est génial, et je partage ça. C'est vrai, parce que oui, on parlait au début de Jean-Marc Gancy, là, avec qui je partage un peu les positions sur le véganisme, parce que celui c'est un autre de mes dadas, parce que je pense que c'est vital dans la société aujourd'hui d'essayer de migrer un peu sur ce type de comportement alimentaire, sans forcément être à 100%, mais en tout cas de s'y intéresser et de pas être catalogué comme un illuminé ou un doctrinaire, machin truc, ce qui est souvent le cas des carnistes purs et durs, que j'ai été d'ailleurs. Donc je dis ça parce que voilà, rencontrer même sur des réseaux sociaux ou lire la parole ou les écrits de quelqu'un avec qui tu es en symbiose, ou Arthur Keller, etc., pour ne parler que d'eux, c'est des gens qui sont voilà, qui te redonnent espoir aussi. Ouais. Je suis pas tout seul à penser la même chose, donc à la limite, rencontrons-nous, parlons-nous, machin truc, et voilà, il y a quand même plein de gens qui veulent faire bouger les choses. C'est pas forcément d'ailleurs les plus visibles, donc quand ils sont visibles, c'est sympa. Du coup, t'es vegan et tu prends pas l'avion depuis plusieurs années. 8 ans, bon, 8 ans. C'est quoi? Je me suis arrangé pour le comprendre, mais voilà. Ça a été quoi le cheminement, et est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui te pèse? Ou au contraire, ça te rend plus léger l'avion, parce que, pareil, j'ai eu la chance de bouger un peu avant, donc, voilà, je vais pas non plus faire le moine tibétain, donc j'ai pas mal donné là-dedans, et le véganisme, en revanche, non, c'est vraiment un truc qui m'a pris un peu comme ça, comme un cheminement, en fait, de vie, d'abord des accidents de la vie, des machins, des événements qui m'ont aussi ouvert d'autres visions. Ouais. Et puis le fait que il y a N214 pardon, à qui je rends hommage d'ailleurs, à ce micro, qui est une association extraordinaire pour moi, voilà, qui aussi m'a beaucoup influé sur ce changement de comportement quand ils étaient à leur tout début, et puis j'ai estimé que en me documentant, en m'informant un petit peu, il était possible de vivre normalement sans peser 32 kilos, en se nourrissant de façon végétale à 100%. Donc c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et depuis, voilà, d'abord je me sens mieux physiquement. Moi je le vois dans mes activités sportives, parce que je fais des ultra-trails, des courses un peu longues quand même, qui sont assez contraignantes physiquement. J'ai jamais été aussi en forme que depuis que je suis vegan. Je récupère en 2 jours, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, ça apporte un bien-être vraiment réel. La condition, bien évidemment, de préparer le truc, hein, c'est pas
Tu deviens pas vegan du jour au lendemain. Non, faut savoir ce que tu vas bouffer, comment t'équilibres un minimum, etc. Mon ami, j'ai mis il y a quelques temps l'épisode avec Anthony Berthoud, qui est nutritionniste, et qui disait, évidemment, être vegan, alors, pour la santé, c'est prouvé par contre, sauf dans quelques conditions, c'est meilleur. Mais il suffit un tout petit peu de se renseigner et pas de manger des lentilles tous les jours. Voilà, c'est ça. Non, mais on s'aperçoit, juste pour information, dans le monde, l'humain consomme à peu près 4 produits animaux, le bœuf, le poulet, le porc, et je crois que c'est le poisson. Le poisson, oui, voilà, c'est ça. Oui, t'as raison. Essentiellement. Alors qu'il y a 80 000 végétaux consommables. 80 000 dans le monde. Même si on en consomme que réellement 200, un truc comme ça. Ouais. Donc il y a une profusion, une richesse de nutriments qui est monstrueuse, qu'on connaît à peine. Par exemple, j'ai découvert minéraux. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, qu'on peut choper au Brésil, machin, à droite à gauche, qui sont étrangers. Donc tout ça pour dire que... T'as découvert quoi? T'allais dire quelque chose d'intéressant? Non, la farine de manioc, qui permet effectivement de faire des galettes, de machin. Tout ça pour dire que quand on commence à s'intéresser à un sujet, voilà, on le désacralise entre guillemets, puis on s'aperçoit finalement que c'est beaucoup plus enrichissant et ouvert que ce qu'on pensait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés sur un post LinkedIn où tu dis, écoute, j'ai trouvé ça trop bien parce que t'as juste partagé, t'as dit, écoute, moi je suis vegan depuis, je pense, 15 ans. Non, 8 ans. C'est génial, je mange trop bien, je suis bonne, ça fait. Et donc c'est comme ça qu'on s'est... Oui, c'est vrai, c'était le déclic. Ouais. Non, c'est pour dire, et ça, c'est pareil, ça pourrait être sur une posture générale d'essayer de trouver un meilleur équilibre. C'est pareil, encore une fois, c'est pas moral du tout ce que je dis, c'est juste, même pour soi, c'est même très égoïste à la limite, de trouver un meilleur équilibre pour soi-même. Donc, au vu de un peu tout ce qu'on vient de se dire sur la partie sociale, sur la partie économique, comment tu vois notre civilisation dans 200 ans? Oula. C'est un peu... Non, je pense qu'on va rentrer dans 10-20 ans d'assez dur. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis plutôt un pessimiste actif plutôt qu'un optimiste BA, voilà. Mais non, ça va être dur, oui. Enfin, plein de raisons. Encore une fois, c'est assez clair sur ça. Oui, parce que je dis encore une fois une porte ouverte, un enfonçage de porte, mais et qu'on va apprendre un peu contraint forcé, un peu comme dans une économie de guerre où une population qui est envahie ou est assiégée, elle est obligée de s'adapter, sinon voilà. Donc là, sauf que ça sera beaucoup plus long, parce que c'est nous-mêmes qui avons créé la guerre en détruisant un capital, donc voilà, et que en plus il y a plein de paramètres qu'on maîtrise pas, les histoires de flux, enfin de courants marins, de machins, de trucs qui s'inversent, de fonte de l'Antarctique, etc. Ouais. On sait pas quels seront les effets cliqués ou pas. Enfin, on est totalement on est dans le flux total, voilà. Ouais. Donc ça peut être jouable comme peut-être totalement injouable. On sait pas du tout. En tout cas, ça va être ardos. Mais ça peut être l'opportunité, cette crise de... Complètement. Je vois comme quelque chose quand même. On va prendre cher, mais on va apprendre. Je pense un peu à nos dépens. Mais je pense qu'on s'est toujours adapté, donc on va s'adapter, mais aux dépens de pas mal de casses humaines, je pense. Malheureusement, après c'est compliqué de savoir où on va. Et un peu pour conclure le truc, c'est que quoi qu'il arrive, il vaut mieux essayer de faire que de pas faire. Voilà, c'est un peu le sujet, quoi. C'est un peu comme dans une vie. Vaut mieux à 98 ans sur ton lit de mort si ça se passe comme ça, te dire alors moi j'ai essayé de faire ça et ça, et bon c'est pas si mal, c'est tout petit mais c'est pas si mal, plutôt que d'avoir que des regrets et que des remords. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je pense que l'espèce humaine, elle a intérêt à essayer. Elle a rien à perdre. C'est un peu le pari de Pascal, le fameux pari de Pascal. Il vaut mieux croire que ne pas croire. Donc voilà, on a tout intérêt à se bouger. Et au moins, ça nous fait des choses à entreprendre. C'est vrai. Et des innovations à opérer. Dans de nouvelles choses à inventer. Voilà, exactement. Il y a tout à inventer, en fait. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on est amené à décroître entre guillemets, en tout cas à changer notre vision, de ponction du monde. Je dis ponction, je fais un petit clin d'œil à Arnaud Poissonnier justement parce qu'il avec son terme de déponction, il a assez raison là-dessus. C'est pas décroissance qu'il faut utiliser, c'est déponction, c'est arrêter de ponctionner arrêter de ponctionner l'humanité. Parce que si on croit en vendant des services qui rendent les gens plus sages et qui on peut le faire. Puis voilà,
s'asseoir au sommet d'une montagne de 3 heures, c'est sympa aussi, de temps en temps. Donc, enfin, retrouver ce genre de truc à un con, quoi. Ouais. C'est pareil, ça me fait un peu vieux con de dire ça. Mais non, mais c'est concret. Non, mais voilà. C'est des choses, et on est très vite rattrapé par la patrouille. Le problème, c'est que la société est tellement, je pense qu'en termes individuels, on est tous d'accord. Mm-hmm. Et c'est ça, c'est la schizophrénie du truc, mais qu'en termes collectifs, ça bouge pas si vite que ça. On a des petits mal à... Et parce qu'on a peur d'être à l'écart du groupe, on a peur d'être coupé du doigt, etc. Donc, tout le monde, si tu chopes tout le monde entre 15 yeux, il va te dire oui, une même chose que moi, voilà. Ouais. Plus intelligent que les autres, mais en revanche, collectivement, on n'y arrive pas. Et c'est là où le défi est colossal, c'est de faire bouger collectivement les lignes. Ouais. En raisonnant en somme d'individus plutôt qu'en pensant que le collectif lui-même va auto-bouger. Parce que non, il ne va pas auto-bouger. Je pense qu'il y a un syndrome de jusqu'à la dernière goutte. C'est-à-dire, il y a encore du pétrole, j'en veux jusqu'à la dernière goutte. Il y a de l'électricité, j'en veux jusqu'à la dernière goutte. Il y a Shine ou Primark, je veux acheter au dernier moment. Ouais. Pourquoi je m'arrêterais puisque l'autre le fait? Voilà. Il y a ce syndrome-là et ça vient aussi d'une psychologie humaine d'être à l'écart des autres. Si je suis à l'écart des autres, que je me comporte différemment, je suis plus dans le groupe, donc je suis exclu, donc je continue à faire ce que fait le groupe. C'est que des ressorts psychologiques en fait, les changements de posture. À la fois consommation, citoyen, alimentation, c'est que de la psychologie en fait. Mais c'est se connaître, nous connaître. Bon, donc, et puis tu disais, on prend les gens, chacun ils sont d'accord, mais même en interne, nous-mêmes, moi je veux des choses pour moi que je suis pas capable de faire. Moi j'ai des comportements que j'ai envie de changer. Et en fait, il y a plus de niveau quoi. Non, heureusement, ce qu'on veut, ce qu'on fait nous-mêmes, ce que le collectif. Bien sûr. Mais heureusement qu'on est contradictoire nous-mêmes, sinon ce serait triste. Si on était monolithique, ce serait se mêler. Mais là, ce qui nous attend est tellement rare, parce qu'on vit tellement énorme que il faut des remises en question aussi quand même qui soient stimulées par des gens qui prennent la parole, comme Jean-Marc Bansil que je citais tout à l'heure, voilà, qui mettent un peu les pieds dans le plat avec ses écrits et qui font réfléchir et qui disent bah oui, ce qu'il dit, c'est là que je suis aligné, donc j'ai envie d'y aller quoi. Ouais. C'est tout bon. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Michel, c'est pas loin. C'est continuable. Non, Jean-Michel. Merci à toi. C'était très sympa. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment 1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!